Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo beaucoup plus courte que la dernière, même si la dernière avait un intérêt à être longue et que celle-ci a un intérêt à être court. Bref, bienvenue dans mon nouveau chez moi, c'est trop beau, j'adore, je peux peindre désormais, j'ai 4 étagères, j'ai mes jeux vidéo, j'ai mon make-up, j'ai la photo de ma grand-mère au mur, enfin bon bref, le monde est merveilleux, je suis très heureuse de ne plus vivre dans un lieu insalubre, de vivre dans un endroit où je ne vis pas dans les mêmes 10 mètres carrés que mon copain, et où Gotham peut pleinement s'épanouir et galoper partout. Bref, fin de cette introduction, j'espère que vous allez bien, j'espère que la dernière vidéo vous a plu, et si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. C'est une vidéo sur un mouvement de grève qui a été un peu effacé, mine de rien, de l'histoire commune, etc., sur des femmes ouvrières qui ont tenu une grève, obtenu ce qu'elles voulaient, alors que bon, c'était très compliqué, tu connais le patronat. Bref, je vais parler beaucoup plus vite aussi que dans les dernières vidéos, je sais pas pourquoi, mais allons-y. Ce mois-ci, enfin en mai et juin, j'ai lu 5 livres, ce qui est beaucoup moins que dans la précédente vidéo lecture, mais voilà, c'était comme ça, les livres étaient un peu plus longs je crois, je sais pas pourquoi j'ai mis plus de temps, pas la moindre idée. Bref, je les ai pas tous en physique parce que la vie fait que, mais je vais vous parler donc de 5 livres différents. Le premier d'entre eux, c'est un livre auto-édité, c'est Wire 2. Je vous avais déjà parlé de Wire 1, je vous mettrai la vidéo par ici si ça vous intéresse, je n'ai plus aucune idée de ce que j'avais raconté sur le sujet. C'est un livre d'Elodie H. Fredwell. J'ai travaillé avec elle sur la lecture sensible de son livre Neverland, qui est sorti l'année dernière. J'avais lu Wire 1 il y a un moment, ça fait un moment aussi que j'ai Wire 2 chez moi, mais j'ai beaucoup de mal en ce moment à lire en format papier, donc en fait j'écoute beaucoup de livres audio. C'était très compliqué pour moi de me mettre dedans pour ces raisons, mais j'ai réussi à le lire non seulement parce qu'il est beaucoup plus petit que le tome 1. Attendez, je vais vous chercher le tome 1. La chute, on l'a frôlé, voilà. Attendez, oh pas tant. Ah si, un peu quand même. Un peu plus petit. Pour celles qui ne se rappellent plus, je vais relire la 4e de couverture. Nous vivons dans une époque étrange où l'homme domine, où les affaires d'État se multiplient, où la confiance diminue, tout le monde ment, même les cartes. Au cœur de l'océan Atlantique, une île abrite une base scientifique, Wire, censée faire régner la paix sur Terre. Personne ne soupçonne son existence. Personne ne soupçonne les expériences réalisées sur 2 enfants pendant plus de 17 ans. En 2017, un nouveau gouvernement est formé et menace toute sécurité. Caleb et Ilya sont alors confrontés au risque de leur création, mais certainement pas ce qu'ils imaginent. Ça, je me rappelais plus qu'il y avait des petites citations en dessous. Pour moi, ce roman est une pépite. Isabelle Mday, avec qui je parle régulièrement, qui est une personne très sympa. Je me suis fait happer par l'histoire dès le début de Annick P. Je ne connais pas. Voilà, c'est un peu un format dystopique, un peu à la Hunger Games, je trouve. Et donc, le pitch du Wire 2, le 1 c'est quoi? Pouvoir, et le deuxième c'est Chaos. Je vous le lis parce que je suis... Attendez, pourquoi il y a pourquoi il y a des cartes Pokémon là-dedans? Mais enfin, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Incroyable. Ah, pardon. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. J'ai d'autres trucs cachés là-dedans. J'aimerais bien... Ah, mais il y en a encore une. J'aimerais bien plutôt un billet de 500. Oh là là, la pauvreté. Et un dernier. Brindibou. Regardez comme il est mims. Bref. Wire 2. Après l'explosion, Caleb et Ilya perdent leurs repères. La fuite est leur seul moyen de s'en sortir, et l'ancien siège du parti communiste de Svetlana n'est qu'un abri temporaire. Au sud de l'île, les combats ont commencé. Anna et Aidan rejoignent la résistance afin de sauver les 2 adolescents qu'ils ont promis de protéger. Je vais y arriver. Victor Stevens, sans son pouvoir lui échapper, dérobé par la tyrannique, j'y arrive plus, hein, Antonia Belikov, directrice des services secrets Svetlansk. Je n'arrive plus à rien. L'heure n'est plus au doute. Caleb et Ilya devront affronter ce qui se dresse sur le chemin de la liberté et parfois leurs propres démons. L'heure des révélations a sonné. Eva Orbelune. Ce qui est très marrant car j'ai travaillé sur la lecture sensible du voile entre les mondes de Eva Orbelune. Voilà, très sympathique, allez le lire également. Son livre est incroyable je trouve. Bref, j'ai lu Wire 2. J'ai trouvé que c'était donc une suite très fidèle au tome 1. J'avais beaucoup de mal à me rappeler de l'histoire vu que c'était il y a jadis, on va pas se mentir. Mais une fois que je me suis remise dedans, voilà, je trouve que c'est une continuité très fluide de celui-ci. D'ailleurs je fais une aparté, il y a un tome 3 mais la trilogie est terminée, donc voilà, si ça vous intéresse. Tout est déjà publié, tout est déjà clos, l'histoire est complète. Voilà. Et d'ailleurs, il faudra que je lise le tome 3. Donc voilà, suite fidèle, même style d'écriture. Si vous aimez les phrases très courtes, enfin, ça va vous plaire. Moi, c'est vrai que c'est un format que... Moi, je préfère les grandes envolées de phrases très très longues, mais ça, c'est très personnel. Mais je trouve que ça bloque pas forcément le fil du récit. Ça, c'est propre à chacun, propre à
ses préférences de lecture, on va dire, j'ai trouvé dans ce livre qu'il y avait beaucoup de violence. Alors pas de violence décrite et tout, enfin on n'est pas en train de lire du Malo de silence, vous voyez, mais il y avait genre beaucoup de blessés. Ou alors c'est moi qui me suis pas concentrée et j'ai eu l'impression qu'il y en avait 35 000 alors qu'il y en avait que 3. Mais j'ai eu l'impression qu'il y en avait plein, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon bref, une petite carte avec l'île d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc je pense que j'ai préféré le tome 1, honnêtement, parce que moi j'aime beaucoup plus les mises en place d'univers et la fin des intrigues que les milieux. J'ai toujours un peu de mal avec les milieux d'intrigues, mais ça c'est pareil, c'est encore une fois c'est mon fonctionnement un peu de toqué, où je décroche énormément sur les livres de milieu ou les livres trop longs, les parties centrales je décroche énormément. Donc là j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais en soi ça m'a donné envie de lire le 3 quand même, j'ai envie de savoir comment ça se termine. Je suis attachée à Caleb, personnellement, j'aime beaucoup ce personnage, et j'ai envie d'en savoir plus, et je trouve qu'avec ce tome 2, je suis restée assez sur ma faim. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup de choses vont exploser dans le tome 3 au niveau révélation, intrigue, etc. Et du coup, je pense que je vais beaucoup plus kiffer le tome 3 que le tome 2. Après, c'est logique qu'il faut un truc qui fait un pont entre le début et la fin. Après, ça c'est mon interprétation personnelle, ça reste un livre... Enfin, voilà, la couverture d'ailleurs est très jolie, c'est Passy qui l'a fait. J'ai pas mal de livres, mine de rien, auto-édités, où c'est Passy qui l'a illustré. Et bref, allez la suivre, c'est la sœur d'Elodie d'ailleurs, et elle est très très talentueuse au niveau illustration, vraiment c'est assez incroyable. Et si vous voulez commencer à lire Elodie H. Fredwell, personnellement, je vous recommanderais beaucoup plus Les Trésors de Neverland, que j'ai beaucoup aimé, et qui est un one-shot, donc personnellement j'ai eu beaucoup plus... Enfin, c'est plus facile pour moi que les trilogies où j'ai beaucoup de mal à rester concentrée, on va dire. Ça me demande beaucoup de mémoire, et comme vous le savez avec mon traitement, machin, j'ai plus du tout de mémoire, donc ça rend les choses très compliquées pour moi de lire des livres en plusieurs parties. Ce qui fait que des fois j'apprécie moins les suites d'ailleurs, c'est parce que mon cerveau arrive plus à se rappeler, mais pas en mode j'oublie, en mode impossible de remobiliser les connaissances, voyez-vous. Donc voilà, je vous conseille Le Trésor de Neverland, non seulement parce que je me rappelle de tout, et que c'était vraiment très chouette, je trouve. Après, si vous préférez les dystopies, dans tous les cas, on retrouve très bien la plume d'Elodie. Elle a, voilà, son style qui est bien à elle, et je trouve qu'on le retrouve dans... Donc j'ai lu 3 de ses livres désormais dans ses livres, voilà. Et j'ai hâte en vrai de lire Wire 3 pour le coup. Donc je vais essayer de l'acheter assez vite parce que j'ai pas envie d'oublier, encore une fois. Donc voilà, je pense que je vais le lire très bientôt, dès que j'aurai un peu de sous. Le prochain, je ne l'ai pas en physique, bien évidemment. J'ai lu Janère de Charlotte Brontë. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je suis une inculte au possible, il y a quelques années encore, je ne connaissais pas les sœurs Brontë. Il y a Emily, Charlotte et je ne sais plus qui. Et moi, dans ce style de lecture, je ne connaissais que Jane Austen. Donc voilà, si vous aimez lire des romances un peu torturées, britanniques, etc. Vous voyez dans le milieu rural mais un peu embourgeoisé quand même, enfin bon bref, très cliché, mais écrit par des zoulettes, je vous conseille ces autrices, enfin bien que je n'ai pas encore eu Emily Brontë et tout, chose que je vais faire, je vous conseille Charlotte Brontë. D'ailleurs actuellement je suis en train de lire un livre de Jane Austen que j'aime beaucoup, je m'éparpille, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc dans cette histoire qui est apparemment quand même un peu auto-fiction, on va découvrir la vie de Janère qui est une orpheline qui a grandi dans un lieu complètement austère, un pensionnat où elle a été maltraitée, clairement, avant de finir gouvernante au manoir de Thornfield. Je ne vais pas vous spoiler, mais elle tombe amoureuse d'un Gus, bien évidemment, et il s'ensuit donc toute l'histoire autour de cette très chère Jeanne et de Lady Gus. Évidemment, Lady Gus a un secret. Et bref, je vais pas vous développer le sujet, mais j'ai dévoré ce livre alors que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, surtout sur ce qui est des classiques un petit peu anciens. Là, j'ai vraiment aimé. Après, évidemment, il y a encore des choses problématiques dans ces textes, mais alors beaucoup moins que dans les derniers livres que j'ai lus de ce style, style de jadis, voilà. Mais par exemple, il y a un personnage qui est ouvertement sexiste envers les jeunes filles, où il exige une certaine manière d'éducation, où il exige un certain physique. Il y a une petite fille, je crois qu'elle est... Enfin, il y a une... Merde, je sais plus, mais il y a une personne aux cheveux bouclés et une personne rousse, et elles sont critiquées par ce même homme, où le mec exige qu'il soit coupé, etc. pour, enfin bref, correspondre à ce qu'il a envie. Mais dans ce texte, justement, c'est lui qui est décrit comme un mauvais Gus, tu vois. Il n'y a pas le terme de sexiste qui est employé, mais cet homme est critiqué et considéré comme mauvais. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Par contre, il y a quand même pas mal de choses racistes dedans, alors ça reste pas du tout le fond du propos, donc c'est quand même un peu parsemé, mais c'est quand même des choses que je tiens à souligner pour les personnes qui n'ont pas envie de lire ça. Par exemple, les teints dits dans le récit jaunes et noirs sont considérés comme moches. Il y a aussi un blackface, c'est la première fois que je lis un blackface, genre en mode il y a une soirée charade, et en fait, soirée charade, je sais pas, c'est pas charade du coup, mais les personnes se déguisent pour faire deviner des personnes, etc. Et donc il y a des personnes qui vont se maquiller le teint pour faire deviner des personnes, donc voilà.
vous savez, un blackface dans ce livre, sachez-le. Et pareil, il va y avoir dans le texte une opposition entre... Enfin, genre on va opposer le terme civilisé à vengeur, violent, etc. Enfin, c'est en mode si t'es violent, t'es pas civilisé. Enfin bon bref, le mot civilisé, encore une fois, il marche pas quoi. Il est aussi très brièvement fait question de la religion en parlant du fait que un des personnages explique que en étudiant les dogmes, etc., si ça lui correspond, elle prendra le voile. Et voilà, il y a tout un passage là-dessus que je trouvais assez intéressant dans la manière où il était traité. C'était assez juste, tous ces questionnements. Enfin, en fait, tout est très nuancé dans ce livre et c'est archi intéressant, je trouve. Ah, et pour revenir au racisme, j'ai complètement oublié qu'on parle de tribus sauvages quand on parle des Indes. Donc voilà, encore un truc à souligner que j'avais noté et que j'ai oublié de vous dire. Et donc bref, Janer est un personnage hyper intéressant. Elle est, alors voilà, elle est très jeune, le Gus est évidemment très vieux. Pour le coup, là, il y a quand même un très gros écart d'âge dans certains livres un peu datés. Genre ça va entre guillemets, mais là il est vraiment très gros. Même si elle est tout juste majeure, lui je sais plus, il a une quarantaine d'années je crois, passées. Donc c'est assez gênant et il la compare des fois, enfin lui je le trouve odieux, voilà, on va pas se mentir, je trouve qu'il lui parle mal. Il s'atténue avec le temps mais je trouve que je ne sais pas pourquoi elle lui trouve le moindre intérêt, voilà. Mais elle, dans son appréhension de la situation, je la trouve hyper intéressante. Déjà il y a tout un passage où elle dit qu'elle aimerait qu'il la voie comme un homme, comme son compagnon finalement, presque comme un ami, et que plutôt que de l'épouser, elle aimerait qu'il la voie comme ça. Bon après ça va évoluer au fur et à mesure du récit, mais voilà, il y a toutes ces questions là où elle se voit pas juste comme la femme qui doit trouver un époux, pas du tout, à aucun moment elle tombe juste amoureuse d'un Gus, mais sinon c'était pas une recherche en soi que de se marier par exemple, et ça c'est assez chouette aussi pour l'époque, je trouve. Ah, et autre point aussi, il y a de la psychophobie, genre à un moment donné il y a un drame qui se passe et la personne qui va être accusée est forcément celle qui a des troubles mentaux, celle qui vient des Antilles, donc je ne sais pas si elle est racisée ou j'ai loupé la phrase, je ne sais pas, mais ça peut potentiellement être un cas de racisme également si c'est le cas. Voilà, je vous place ça là. Encore une fois, c'est 10 phrases dans le récit que j'ai noté sur un récit assez long, mais voilà, encore une fois, si on veut pas lire ça, sachez qu'il peut y avoir des trucs très dérangeants dans ce texte, qui encore une fois est daté, mais qui pose autant de problèmes. Enfin, c'est pas parce que c'est écrit par une femme et que j'ai aimé le récit que c'est moins problématique que quand on lit Camus ou autre. C'est juste beaucoup moins présent dans le récit, à côté de ces Gus que j'ai lu récemment. Voyez-vous. Faut que j'abrège, la vidéo devait être courte et elle va être longue. Bref, donc ce texte a son intérêt car personnellement, je n'y vois pas une belle histoire d'amour. Je trouve, enfin voilà, c'est une romance, hein, clairement, mais moi je ne l'ai pas lu comme une romance, je ne l'ai pas lu comme une belle histoire d'amour. D'ailleurs, il y a un plot twist de fou au 2 tiers où j'étais mais on fire, honnêtement. Je trouvais incroyable ce que le perso faisait, je trouvais incroyable comment c'était écrit. Du coup, je suis très déçue de la fin, puisque replot twist, bien évidemment. Mais le 2e tiers, il est trop bien, honnêtement, il est trop bien. Le personnage de Janer, il est attachant, il est intelligent, il est sarcastique, il est drôle. Enfin, honnêtement, j'aurais aimé rencontrer cette meuf dans la vraie vie, je la trouve archi stylée. Et ouais, je sais pas, j'ai vraiment apprécié ce livre, non pas pour la romance, non pas pour ce que ça lui fait ressentir, mais pour toute la complexité de ce que cette femme apporte au récit et le fait que tout tourne seulement autour d'elle, on suit cette femme, point. Et je trouve ça archi intéressant, bien écrit, j'ai vraiment aimé la plume de Madame Brontë, ça faisait longtemps que j'avais pas accroché à une plume de la sorte. Enfin voilà, trop bien, j'ai hâte de lire les livres de ses sœurs, non pas parce qu'ils vont avoir la même plume, ça ne veut rien dire, mais parce qu'elles sont connues pour avoir écrit un peu ce genre de récit, assez avant-gardiste sur le traitement des femmes, donc voilà, ça m'intéresse et je vais en lire d'autres, je vous en parlerai, mais vraiment je vous le conseille, vraiment. Ensuite, ça va être beaucoup plus court, je vous avais bassiné les oreilles avec l'Attentat de Yasmina Khadra que j'avais trouvé mais incroyable comme roman, qui était plein de nuances, plein de... incroyable je trouve, de par son récit, son écriture, les personnages, etc. Enfin bon bref. Du coup, je suis allée voir le Gus, j'avais lu d'autres livres de lui que j'ai un peu moins aimé d'ailleurs, j'avais lu Les Sirènes de Bagdad et Les Hirondelles de Toul. Il y en avait un des deux, je ne sais plus lequel, qui était beaucoup plus violent, c'était assez dur à lire honnêtement. Et donc c'est un peu c'est pas une trilogie mais c'est un triptyque on va dire, c'est livres vont ensemble. Bref, j'avais été voir cet auteur en conférence à Rennes et donc il parlait de ce livre, Je n'ai plus de batterie, je reviens, disais-je. Il parlait de ce livre, donc en bonne pigeonne, je l'ai acheté alors que je vous ai dit quoi, j'ai trop de mal à lire des livres longs, qu'est-ce que c'est? Un livre méga long. Bref, je vous lis le pitch encore une fois. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai. Si je n'ai pas eu de chance ou si je l'ai raté d'un cheveu, et si j'ai fauté quelque part sans faire exprès, si j'ai perdu toutes mes batailles, mes défaites ont du mérite. Elles sont la preuve que je me suis battue. Algérie, 1914. Yassine Cheraga n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé en France se battre contre les Boches. De retour au pays après la guerre, d'autres aventures incroyables l'attendent. Traqué, malmené par le sort, il n'aura, pour faire face à l'adversité, que la pureté de son amour et son indéfectible humanité. Alors, j'ai pas aimé du tout. Je me suis fait piéger parce que je croyais que le récit se passait après qu'il soit allé à la guerre. Finalement, c'est quand même un
un tiers du bouquin et je n'aime pas du tout lire de textes militaires, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. En plus, il y a une mise en valeur presque du milieu militaire, genre violent, vulgaire, baignant dans la culture du viol, même s'il n'y en a pas du tout dans le récit. Il y a des menaces de sodomie envers d'autres soldats, enfin, c'est jamais exécuté, mais genre, est-ce que c'est nécessaire, tu sais? Bref, là-dessus, j'ai beaucoup de mal à le lire, et je crois que je vous avais déjà dit que moi, j'aimais beaucoup lire les tranches de vie, du coup, je pensais que c'en était une, surtout que pendant la conférence, il a fait oui, je le dédie à ma mère, et machin, et tout, enfin bon bref, c'est hyper personnel, pas de soucis. Donc je me suis dit, c'est une tranche de vie. Là, je parle du style, hein, pas de ce qu'il raconte, il a bien le droit de raconter ce qu'il veut dans son bouquin. Mais je pensais lire une tranche de vie, et je pense qu'elle est présentée comme une tranche de vie, alors que je trouve que ça n'a pas du tout ce format. Quand je lis un livre, j'ai beaucoup de mal, par exemple, en fantasy, ça me décroche énormément du récit quand il y a un début, péripétie, problème, repéripétie, conclusion. C'est un format que j'aime pas trop, c'est un format, quand je regarde des comédies romantiques, qui me bloque énormément, puisque nous avons rencontre, tomber amoureux, problème, engueulade, retomber amoureux. Et c'est un format qui est hyper attendu et avec lequel j'ai beaucoup de mal parce qu'il me sort du récit, parce que je ne suis pas surprise, on va dire. Là, déjà, le personnage principal m'en diffère complètement. Ses problématiques m'en diffèrent complètement, mais ça, à la limite, bon, mon problème. Mais le format, voyez-vous, je suis bougon. Pourquoi? Parce que on a 50, mais quand je vous dis 50 problèmes de 2/3 de bouquin, c'est-à-dire que le gars, il existe, il vit un problème, il le résout, il vit un problème, il le résout, il vit un problème, il le résout. J'ai eu l'impression de regarder une série télé, mais pas genre Game of Thrones, genre les experts Manhattan, c'est-à-dire un épisode, un problème, un épisode, un problème, limite de manière séquencée et avec très peu de liens. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait mes 8 bouquins en un, c'était interminable. En plus, sans spoiler, le mec il se fout dans des bourbiers H24, c'est à base de ah je me suis caché chez lui pour le crime que je n'ai pas commis, mais en même temps la police me retrouve et entre temps quelqu'un d'autre croit que j'ai volé le truc du voisin et en fait je me recache ailleurs et en fait on croit que j'ai tué bidule et en fait non, c'est interminable, interminable. En plus il cherche quelqu'un, je sais même plus s'il les retrouve parce que ça prend 100 ans, pouah, indigeste. Si quelqu'un l'a lu, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. En plus c'était que des personnages masculins, il y a eu une volonté de mettre des personnages féminins dont un qui avait l'air un peu plus badass que les autres et on voit la tentative de mettre des hommes qui les respectent, mais alors déjà à chaque fois c'est en mode t'as vu que j'ai respecté la femme, tu vois, genre c'était un peu gênant, surtout quand le texte est bourré de clichés sexistes, en mode tu trembles comme une femme, tu vois, des trucs comme ça, ou oh là là, le nombre de fois où il y a eu écrit qu'il allait la marier à la plus à la vierge de la plus grande vierge, la plus belle vierge, machin. Ok, le texte, il se passe en 1914, il est peut-être daté, j'ai pas les refs, mais moi, là, encore une fois, on parle du trigger warning. Moi, je n'avais pas envie de lire ce genre de truc. C'est hyper personnel, mais moi, ça me cringe de lire des trucs où les femmes sont respectées, mais un peu, mais en même temps, il y a une culture du viol, mais en même temps, c'est hyper sexiste, normalisé, machin. Ça m'a sorti du récit. Honnêtement, ça m'a sorti du récit. Le seul personnage viable, c'est le personnage principal, et il m'a pas intéressé. Si, au début, j'y ai cru. Au début, j'y ai cru. Pourquoi? Parce que ça commençait un peu comme en Mulan, je vous dis un peu le début, c'est-à-dire qu'il y a un chef de je ne sais plus quoi, de malfaiteur là, qui a son fils qui est en situation de handicap et qui est envoyé à la guerre. Donc au lieu de le faire passer pour un nul qui ternirait l'image de la famille, il demande à un gars du village d'y aller à la place de son fils et de se faire passer pour lui. Sur le papier je me suis dit ok pourquoi pas, j'ai pas envie de lire un livre sur la guerre mais bon allons-y, voyons ce que ça donne. Mais voilà, c'est tout le truc qui m'a intrigué, c'est tout, basta et flemme. Franchement, m'a saoulé. 21 €. En parlant d'autres livres qui m'a déçu, mais qui m'a déçu. Attention, j'ai je ne sais combien de livres. Quand j'ai déménagé à Caen, donc en 2017, je m'étais amusée à les compter, j'en avais 1200 et des bananes. Là, actuellement, j'en ai acheté 1 milliard depuis 2017, je pense que j'en ai 2000, sans exagérer. Là, dans cette pièce, j'ai été obligée, toutes les étagères sont doublées, toutes. Il y a 2 étages de livres partout, voire encore au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois ce qu'il devrait y avoir de livres par étage, voyez-vous. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étagères, dont des livres par terre, dont des livres en bas, dont des livres dans ma chambre. Bref, j'ai un nombre beaucoup trop grand que j'ai trié, figurez-vous, et dont il y en a qui sont à vendre, mais je les ai pas encore tous mis sur Vinted, dont des nanars soit qu'on m'a envoyé, soit qu'on m'a refourgué, qui m'intéressent pas. Voilà. Est-ce que j'ai l'air colère? Oui. Pourquoi? Parce que ce livre m'a rendu colère. Parce que j'ai tout un tas de romans un peu choisis au pif, parce que c'est ce que j'aime faire, dans les brocantes. C'est-à-dire que les livres dont je ne connais pas le nom ni d'Ève, ni d'Adam, ni de quoi, ça se trouve ils sont connus, moi je les connais pas, je les prends un peu au pif. Je me dis ça peut être intéressant, je sors de ma zone de confort, etc. Bref, j'ai eu ce bouquin, qui est donc Le Cœur
décousu de Carole Martinez. Je vous lis le pitch pour voir à quel point on est trahi. Vous serez trahi avec moi si vous ne connaissez pas, je parle. Dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse. Frasquita y découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime les chiffons, où les êtres ensemble reprisent les hommes effilochés. Mais ce temps lui donne vite une réputation de magicienne ou de sorcière. Jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coq. Alors, attendez. Jusque-là, je me dis, de génération en génération, on transmet aux femmes une boîte mystérieuse pour recoudre les âmes. Vas-y, ça a l'air hyper intéressant. Donc, jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coq, elle est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang. Je me dis, ça peut être intéressant d'avoir un bouquin qui parle de révolte paysanne, moi ça m'intéresse, machin. Elle traîne avec elle sa caravane d'enfants, eux aussi pourvus ou accablés de dons surnaturels. Sympa! Carole Martinez construit son roman en forme de conte. Les scènes, cruelles ou cocasses, témoignent du bonheur d'imaginer. Le merveilleux ici n'est jamais forcé. Il s'inscrit naturellement dans le cycle de la vie. Ça a l'air sympa! Honnêtement, alors déjà, le personnage, enfin la narratrice est la fille du personnage principal. Perso, j'ai pas du tout aimé ce type d'écriture. Encore une fois, très subjectif, mon avis. D'ailleurs, on y revient. Dans ce bouquin, il y a encore un pauvre gamin roux qu'on rejette. Je sais pas ce qu'ils ont, les roux, dans mes bouquins en ce moment, mais ils sont assez maltraités, le pauvre. Et donc, on commence ce bouquin, c'est long, mais c'est long, vraiment. Déjà, j'aime pas du tout l'écriture. Ça fait partie des livres dont l'écriture est hyper compliquée pour moi. J'aime beaucoup les écritures alambiquées, j'aime beaucoup les écritures plus simples. Il y a beaucoup de types d'écriture que j'aime beaucoup, et il y a un type d'écriture que je ne saurais décrire, qui est l'écriture, tu n'arrives pas à résumer le livre derrière. C'est-à-dire que c'est très poétique, c'est très envolé, lyrique, etc. Mais tu es incapable de décrire l'histoire. Genre, il y a des gens, ils sont là, mais en fait, ils s'envolent et machin. Parce qu'il n'y a pas de transition et trucs et bidules. Je vois l'intérêt. Il y a beaucoup de livres que je décris de ce style que j'aime beaucoup, mais que j'arrive à résumer. Celui-là fait partie des bouquins où je ne sais pas quoi en foutre dans ma tête. Si dans 2 mois, on me dit qu'est-ce que ça raconte, je n'en ai pas la foutre idée. Donc bref, je n'ai pas aimé la plume. En plus de ça, c'est une poésie donc qui ne me parle pas. C'est pas grave, soit. L'histoire, messieurs dames. On me vend une femme qui transmet des trucs de, enfin, voilà, Enkento, que nenni. On se retrouve avec la moitié du livre sur sa relation malsaine avec son idiot de mari, car c'est vraiment un idiot de mari. Elle qui se résigne, c'est archi triste, et lui c'est le pignouf du village, et on se retrouve avec des scènes entières et inutiles de lui qui fait des combats de coq, qui parle de son coq, qui s'inquiète pour son coq. Autant j'adore les bouquins avec des animaux, puisque j'adore les animaux, et que j'aurais pu m'attacher à ce putain de coq. Mais on ne s'intéresse pas au coq, on s'intéresse à ce débile qui parle de son coq. C'est infernal. Infernal. Et donc ensuite, la deuxième partie, c'est une putain d'errance. Je vois bien le espèce de l'alchimiste de Paolo Coelho, que j'ai pas aimé non plus d'ailleurs, que j'ai trouvé très simpliste au final. Je vais me faire taper sur les doigts par plein de gens. Mais c'était un peu ça, et en fait, alors déjà, j'ai complètement décroché du livre avec ces histoires de coq, donc je pense que je n'étais pas objective sur la deuxième partie. Honnêtement, j'ai même été presque réfractaire au truc. Et je suis sûre, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris, que j'ai phasé, tu sais, à lire sans lire, plein de parties, plein de pages entières. Et c'est certain. J'ai lu sans lire, c'est sûr, parce que je y mettais très peu de bonne volonté et que je n'arrivais pas à accrocher. Donc ça a rendu toute cette expérience encore plus pénible. Donc bref, à la deuxième partie du récit, il y a des ogres, il y a des trolls, il y a des machins qui sont racontés par Pierre, Paul et Jacques. Les enfants, à chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils racontent une nouvelle histoire. Mais tu sais pas que l'histoire commence, donc ça donne un espèce de truc. En plus, ça m'énerve parce que sur le papier, j'aime bien les trucs où d'un seul coup tu as pas la frontière avec le réel, le rêve, l'histoire et tout. Je sais pas, c'était mal écrit. Bref, je suis bougon. Si quelqu'un l'a aimé, expliquez-moi. Cette histoire de coq là. Et donc le dernier livre que j'ai lu, ce n'est pas de la fiction, j'en parle dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous fais un avis très bref parce que justement j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. C'est Une belle grève de femmes d'Anne Crignon. C'est donc un récit sur l'histoire des sardinières. En gros, dans ce texte, vous avez les témoignages récoltés dans les années 90 par Anne Dénès Martin. Et donc autour de ça, vous avez aussi l'histoire de la révolte des sardinières. Donc bref, sur le papier, c'est quand même assez intéressant. Et je trouve que dans ce livre, ça a été assez compliqué, j'ai été obligée de croiser avec beaucoup de sources parce que c'est très biaisé, je trouve, comme texte. Déjà, pour les personnes que ça... voilà, il y a l'évocation brève de l'image négative du communisme, qui est donc attribuée à tout mouvement s'en approchant. Donc déjà, c'est quand même un raccourci, je trouve, qui est un peu compliqué à lire. Elle dit aussi qu'elle s'est inspirée d'un livre court de 27 pages de Lucie Colliard, qui est donc une féministe qui a été emprisonnée pendant la Première Guerre mondiale, enfin, pour son antimilitarisme, qui est aussi une figure du communisme en France, qui a été impliquée dans l'histoire de la révolte des sardinières. Donc ça, archi intéressant. Mais déjà, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est quand même la forme du récit. C'est-à-dire que c'est un récit donc très factuel. Il s'est passé ça, telle date, machin, tout ça. Et au milieu,
il y a les témoignages. Et on ne sait pas de qui ils sont. Ils sont juste en italique, mais comme un paragraphe au milieu du truc. Et j'ai trouvé ça fouillis. J'ai trouvé ça, au niveau des sources, du coup, très peu fiable, puisqu'on ne sait pas de qui, de quoi, de comment. Enfin, moi, ça m'aurait intéressé d'avoir toutes ces informations. Je ne les ai pas eues, donc j'ai eu beaucoup de mal à me sentir concernée par les récits, enfin les témoignages, du coup, qui étaient un peu mis comme ça au milieu. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Au niveau de la lecture, j'entends. Enfin, genre vraiment, des fois, il y a juste quelques phrases. Donc, je vois l'intérêt, mais moi, en tout cas, du fait que ce soit de la non-fiction, ça m'a vraiment sorti, encore une fois, du texte. Aussi, il y a énormément de références littéraires à de la fiction, genre Germinal, tout ça. Et pareil, je trouve qu'il y en a énormément, et ça en fait une lecture peut-être un peu élitiste du fait qu'on va pas résumer le livre, qu'on va pas dire de quoi ça parle. Genre, il y a vraiment, c'est attendu que tu saches de quoi ça parle, et je trouve que ça rend le texte très peu accessible pour cette raison. Mais sinon, au niveau date, etc., enfin voilà, j'ai trouvé ça très intéressant pour avoir un résumé de ce qui s'est passé, c'était quand même très appréciable. Après, des fois, il y a quand même une petite romantisation de certains événements, un peu en mode c'est une histoire de pardon, etc. D'ailleurs, trigger warning, il y a des mentions de personnes qui ont été droguées à leur insu, de fémicide et de suicide. Voilà, si ça vous intéresse pas de lire ça. Ah, et de violence policière aussi. Donc voilà, si ça vous intéressait pas, sachez-le. Et en fait, ce qui m'a, je pense, le plus dérangé, c'est que c'est une femme qui écrit sur un mouvement révolutionnaire ouvrière, donc deux femmes, potentiellement avec une remise en avant d'une mémoire oubliée, donc une volonté féministe. Et il y a énormément de passages sur Léon Béziers et sur Daniel le Flanchec, qui est donc le méchant et le gentil. Donc j'ai trouvé ça mais archi développé sur eux, à tel point que le Flanchec a été qualifié de héros des sardinières, ce qui je trouve est un allié au mieux, mais tu vois, enfin, c'est juste parce que le mec est blanc, politisé et enfin voilà, influent qu'il a pu autant aider, mais c'est pas le héros des meufs non plus. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était assez questionnant comme point de vue et de leur donner autant de place dans le récit. Donc voilà, ça je trouvais ça pas très nécessaire et moi ça m'a assez peu intéressée parce que j'étais pas là pour lire ça, j'étais là pour lire le mouvement des grèves et que j'aurais aimé avoir beaucoup plus d'infos à ce sujet-là. Surtout que j'ai eu la chance de voir l'exposition au Champ Libre, de voir plusieurs reportages, enfin voilà, et du coup, même si c'était des reportages genre de 30 minutes, je les ai trouvés plus complets au niveau ressenti, expérience et tout que ce livre. Après, si vous y connaissez rien, sur la révolte des sardinières, ça peut être un bon livre à lire, mais je vous conseille davantage ma vidéo, par exemple. Après, je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, au niveau des sources, j'ai trouvé ça difficile d'accès et dans la formulation, ouais, assez compliqué à lire si tu n'y connais rien, je trouve, ce qui est le cas quand même de beaucoup de personnes. Donc voilà, ça m'a un peu bloqué sur l'approche du fond et de la forme du livre, ça veut rien dire. Bon bref, j'ai eu du problème avec un peu les deux, mais après ça reste quand même un livre indispensable pour rétablir la mémoire des personnes dont on tait le nom, mais voilà. Globalement, très peu de réussite hein, ce mois-ci, à part quand même Janer, quand même, on va pas, voilà, rendons à Brontë ce qui appartient à Brontë, mais voilà, assez pifouf quand même. Le mois prochain, j'espère, enfin là je suis en train de lire le livre de Jane Austen qui est L'abbaye de Northanger, bref, et je me dis que ça peut être plus intéressant d'avoir un avis sur quelque chose qui n'est, je crois, pas sorti en film et que potentiellement plus de gens n'ont pas lu que Janer, que Orgueil et Préjugés, Persuasion ou autre. Voilà, c'est mon approche, mais dites-moi si vous préférez avoir mon avis sur Orgueil et Préjugés par exemple, mais voilà, j'ai envie de lire des livres que je n'ai pas encore vus en film et lui, je crois qu'il n'est pas existant, donc ça m'intéresse davantage. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était plus courte que l'autre parce qu'au final j'ai quand même pas mal papoté, donc j'espère que je vais pouvoir cut au montage. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On avance doucement mais sûrement. Je remercie les personnes qui like, commentent, s'abonnent, qui sont sur mon Patreon aussi. Patreon, c'est une plateforme où tu peux donner la somme que tu veux mensuellement à un créateur et l'arrêter quand tu veux. Donc ça permet de soutenir financièrement les personnes parce que faire une vidéo, ça prend énormément de temps et ça peut être une manière d'aider la personne à créer ses vidéos, ne serait-ce que pour acheter un micro, machin, ou quand on a un travail à mi-temps justement pour se consacrer à créer du contenu gratuit sur les réseaux. Ça peut être un complément financier. Après, bon, ça reste des sommes assez minimes les 3/4 du temps, à part si tu es créateur déjà très connu, on va pas se mentir. Mais voilà, sachez que cette plateforme existe aussi pour moi. Je vends également mes livres toujours sur Etsy, et ceux qui sont édités via les maisons d'édition. Et bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine, normalement, je serai en voyage et je vais vous vlogger ça. J'espère que ça vous intéressera. J'espère faire des trucs un peu culturels et aussi de l'écriture, donc peut-être que je pourrais un peu vous montrer un peu mon processus créatif quand je suis en mouvement. Et voilà, si vous avez envie de voir d'autres choses, si vous avez des questions, si vous avez des envies, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.
Tadam.